my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. On est tous très contents de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast. Ça y est, la saison MotoGP, Moto2, Moto3 2023 est lancée et avec elle, malheureusement, on est de retour pour vous jouer un mauvais tour. On va revenir comme d'habitude, comme on le fait depuis plusieurs années maintenant, après chaque course pour vous dire ce qu'on pense de l'actualité et des courses MotoGP. Pour ce faire, c'est la nouvelle équipe qui est avec moi. Comment va Amélie ? Eh ben ça va très bien, hello. Très contente d'être de retour. Eh ben écoute, partagez. Comment va Maxime ? Bah ça va très bien et toi mec, t'as passé un bon week-end ? Eh ben écoute, le petit week-end tranquille devant les courses à Portimao. C'est un beau pays, le Portugal. Pas du tout, je sais pas, j'ai jamais mis les pieds, j'en ai aucune idée. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite. Alors normalement on fait des news, mais là c'est le premier Grand Prix de la saison, donc il n'y a pas de news. Donc je vais vous demander votre avis sur le nouveau format. Ça y est, on a pu enfin voir. On a beaucoup craché dessus depuis des mois. Normal, c'est notre métier. Notre métier, on gagne pas du tout d'argent pour faire ce qu'on fait, vous êtes au courant. Mais on a fait que cracher dessus depuis des mois, et là ça y est, on a pu voir ce que ça donne. Donc je vais vous demander votre avis sur ce nouveau format, à savoir la modification du déroulé du week-end pour les MotoGP et l'impact que ça a sur les Moto2, Moto3. On va se concentrer notamment sur la course sprint, ce que vous en avez pensé, et sur le dimanche matin, la parade. Maxime, the floor is yours. Dis-moi ce qui te passe par la tête au sujet de ce nouveau format de week-end. Au sujet du format, moi ça m'a pas choqué tant que ça. J'ai plutôt bien aimé en fait, ça rajoute du dynamisme et tout, j'ai l'impression la séance de FP2 prend beaucoup d'importance, je trouve ça cool. Je trouve que ça donne vachement de dynamisme au programme. Les FP ont beaucoup plus d'utilité, j'ai l'impression, ça ramène de la hype, etc. C'est plutôt cool. Donc pour la MotoGP c'est assez positif dans le format, je trouve pas ça déconnant. Qualif et course le samedi, j'ai trouvé ça cool aussi. Par contre pour le Moto2, Moto3, on va un peu chier dessus quoi. C'est-à-dire que ils ont plus de warm-up, donc c'est je trouve ça assez je trouve ça pas top pour eux quoi. C'est un peu comme s'ils faisaient pas trop partie leur avis comptait pas et que ça faisait pas trop partie du show. Mais bon, c'est comme ça. Et puis au niveau de la course sprint, je pense que ça peut se décortiquer en 3 points. Au niveau du divertissement, je pense qu'on peut pas avoir beaucoup mieux. C'est-à-dire que les mecs sont à fond pendant 12 tours, ça se dépasse, ça se rentre dedans, etc. Enfin, si tu veux plus de divertissement, à un moment donné, il va falloir les faire tourner sur un circuit en 8 et qui se rentrent dedans, donc qui meurent. Déjà qu'il y en a quelques-uns qui sont pas mal satellisés. Ouais, on va en parler. Après, c'est plus compliqué. Niveau divertissement, je pense qu'on est au climax. Le plaisir des pilotes, c'est le deuxième point. Je pense que c'est... pour l'instant, c'est prématuré d'en parler. Ceux qui ont bien marché diront que le format est top. Et ceux qui ont moins marché, forcément... je pense qu'ils ont un avis un peu plus négatif là-dessus. Et après, le troisième point, je pense, c'est la sécurité, quoi. Ça fait beaucoup parler ce week-end parce que c'est sur le circuit de Portimao, qui a quelques points peut-être à revoir, mais à voir aussi les excès d'engagement, parce que c'était un peu un battle royale dans les premiers tours. J'ai cru qu'ils allaient pas finir à beaucoup. Ça s'est pas mal rentré dedans, etc. Il y avait pas mal de déchets. Donc, point de vue engagement aussi, Ouais. c'est chaud, mais c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'ils veulent, en tout cas. Je pense que ce qu'ils voulaient, ils l'ont eu. Ça, il y a de grandes chances, effectivement. Amélie, même question. Qu'est-ce qui te passe par la tête quand tu penses au nouveau format qu'on a vu ce week-end ? Pareil, j'avais un peu un avis négatif, je savais pas trop à quoi m'attendre et puis finalement c'était méga intense et méga prenant plus que ce que je pensais et en vrai ça rajoute de l'intérêt parce que ça rajoute de la course quoi. Donc vraiment cool. Je trouve pas que ce soit lourd, je trouve ça moins lourd que ce à quoi je m'attendais finalement, le fait d'avoir les qualifs et le sprint le samedi, donc vraiment cool. Après, niveau sécurité, comme dit Maxime, est-ce que c'est optimal ? Je suis pas sûre. Est-ce que ça confirme un peu les craintes qu'on avait en termes de est-ce que ça va rajouter des blessures, etc. Oui, clairement. Après, est-ce que du coup ça donne aussi plus de place à certains qui sont chauds sur 12 tours ? Oui, aussi. Le fait qu'il y ait la division des points avec les courses du coup les courses sprint, ça rajoute aussi de l'intérêt puis un peu de challenge. Franchement, moi j'ai bien kiffé alors que j'étais assez sceptique. Et voilà, à voir. Après, comme dit Maxime, par rapport aux pilotes, ceux qui ont bien marché, ils adorent le nouveau format. Ceux qui ont mal marché, ils disent que c'est claqué. C'était prévisible. Donc voilà. Mais après, à voir aussi sur la durée de la saison, comment ça va tenir comme format. Mais franchement, je suis moins déçue que ce à quoi je m'attendais.
Ok, je vais vous donner mon avis. Je rebondis juste sur quoi tu termines, Amélie, sur les pilotes qui disent que c'est bien, ceux qui ont aimé, et qui disent que c'est pas bien, c'est ceux qui ont mal marché. Il y a l'analyse de Alex Espargaro que je trouve très très bonne là-dessus. Ils lui ont demandé son avis à la fin et il a dit je vais pas vous le donner tout de suite, je vais attendre d'en faire plusieurs avant de vous le donner. Et je trouve que c'est ça. Après, les avis que j'ai vus, j'ai surtout vu celui de Quartararo et celui de Zarco. Quartararo, il a dit que c'était un peu la jungle et c'était dangereux et tout. Pour le coup, je l'ai taclé en disant que s'il avait gagné, il aurait pas dit ça. N'empêche que sur son analyse, il a pas vraiment tort. On peut pas lui donner tort dans le sens où bah, ça s'est beaucoup rentré dedans, il y a eu de la blessure et tout. Donc ouais, il a pas tort que le fait que ce soit la jungle. Après, je pense qu'il faut aussi mettre ça sur le fait que ce soit la première. Et du coup, tout le monde revient de l'hiver, tout le monde est chaud, tout le monde est en adrénaline. Et du coup, je pense qu'il y a de ça aussi. C'est pas mettre que sur le dos du format ce qui s'est passé ce week-end, je Ouais, pense. bah, quand ils vont enchaîner les week-ends, qui seront fatigués, un peu en coup de mou de mi-saison, et qu'ils auront 2 week-ends ou 3 de suite avec des courses sprint plus courtes, ouais, ça va commencer à taper un peu. Peut-être. Ouais, Ouais, c'est ça. j'ai l'impression que le format du week-end rajoute vachement d'intensité dans tout en fait, et vachement de tension dans tout, dans la façon dont ils ont besoin de travailler, dans la façon dont se passe le week-end. Enfin, tout est fait vite Même du entre coup. eux, hein, t'as l'impression que c'est ouais, source d'embrouille, tu sais. c'est Ouais. ça. Puis même tu vois Zarco quand il arrive à la parade, tu vas sûrement y rebondir dessus après Kevin, Génie. mais on voit que le programme empiète même sur leur temps de travail avec les ingénieurs, tout ça. Donc ça rajoute vachement de tension, d'intensité dans un peu tout. À voir comment ça. C'est surtout sur la longueur, je pense qu'ils vont être vachement usés. Parce que Ouais. déjà, la première course, j'ai l'impression qu'ils sont un peu saoulés d'être à la parade. Alors, au bout de la 21ème. Alors, Ah non, autant mais ils ça, vont c'est s'y sûr. faire, parce que tu vois que les pilotes de Formule 1. Bah, ils se tapent des parades tous les week-ends, il n'y a aucun problème. Donc après, peut-être faire différemment, parce que tu vois en Formule 1, ils font ça sur des voitures un peu sympas, tout ça, ça rajoute. Mais autant, ça se trouve, ça va pas du tout passer, ça va pas du tout coller avec l'esprit MotoGP, quoi. Faut Ah oui, puis faut tu laisser le parles temps, je de la pense. F1. Tu parles de la F1, ça me fait penser au truc, enfin ce que tu dis par rapport à la Moto 2, Moto 3. Ça fait vraiment effectivement le côté méga marketing en mode la MotoGP c'est ce qui fait du fric. On a rajouté une course pour faire du fric. Et alors il y a vraiment plus de place pour vous, la Moto 2, Moto 3, on a Ouais, plus de c'est time ça. quoi. Ouais, Ça, puis après, par contre, il y a un truc qui est Ça, assez c'est bien pas aussi, méga bonne ambiance. c'est que ils laissent vachement. Enfin, ils orientent quand même pas mal le truc vers les fans, c'est-à-dire qu'ils donnent du divertissement aux fans, ils donnent du temps avec les fans, ils donnent même dans une espèce de fan zone, là, ils font des autographes, tout ça. Bon, Ça, c'est là, lui, dramatique. ça, c'est ceux qui ont payé le Je trouve week-end ça d'une gênance. 1200, 5000. 5000 balles le week-end. Mais Ouais, après en vrai c'est sûr que si quand tu vas sur le Grand Prix, le fait qu'il y ait la course au sprint le samedi et tout, ton week-end il est encore bien meilleur qu'avant. Donc Mm. il n'y a pas que ceux qui regardent à la télé quoi. je pense côté fan, c'est 100% bénéf. Après, c'est le reste Mhm. autour, quoi. Parce que le problème, c'est que c'est les pilotes qui font le show, c'est les équipes qui font le show aussi. Il n'y a pas que les fans, quoi. Ça, enfin, ça c'est sûr, mais bon, ça c'est obvious, mais il y a que Carmelo Espeleta qui s'en rend pas compte de ça, je pense. Pour continuer sur mon take, sur le nouveau format, moi je suis 100% d'accord. En fait, mon point principal, c'était ce que tu as dit, Maxime. Ça donne de l'intérêt aux 3 jours, en fait. Maintenant, t'as pas envie de rater la FP2 non plus, parce que c'est elle qui va qualifier pour les qualifs du lendemain, la Q1, Q2. Donc, avant, le vendredi, si tu regardais pas, c'était pas très grave, tu vois. Mais là, bah non, t'as envie de la voir la FP2 parce que c'est devenu la FP3 de l'année dernière et la FP3 elle était super intéressante. Donc là, tous les jours il y a un truc intéressant. La course sprint, on a beau dire ce qu'on veut, effectivement, on espère que va pas y avoir un mec qui se casse un omoplate à chaque course, mais elle était quand même vraiment cool. En plus, 12 tours, bah là c'était 12 tours parce qu'on est au Portugal, c'est pas si long, enfin, c'est pas si court, entre guillemets, j'ai l'impression. Il y a quand même le temps, il y a quand même une part de gestion de l'usure des pneumatiques, etc. C'est pas genre. C'est pas 2 tours non plus, quoi. Donc ouais, moi, bon, c'est pour le coup bonne surprise pour moi. Et alors, je veux qu'on revienne sur ce matin, sur la parade. J'en peux plus. Qu'est-ce que c'est que cette grosse merde? Ils ont été enlevés les warm-up Moto 2 et Moto 3 pour parquer les pilotes Moto GP comme des girafes dans un zoo pour que les spectateurs leur jettent des cacahuètes là. Et après, il les oblige à aller faire des selfies et tout. J'ai envie de crever. Pendant 1 heure, c'est d'une gênance absolue. La réponse de Zarco quand De Rome lui demande quand il était en retard et tout. Ouais, mais moi je travaille, mon pote, j'ai pas que ça à faire. Grosso modo. Alors tout le monde sur Twitter me demandait, montre l'extrait. Mais non, il a pas dit ça. Mais c'est ce qu'il avait envie de dire. Voilà. Que lui, il avait du travail. Ouais, il doit l'avoir dit quand même. Non, franchement, ouais. Mais il a dit un truc. Moi, du coup, j'ai pas compris ça. Mais apparemment, il a dit que pour aller se parquer avec les moutons riches, je sais pas quoi et tout. Enfin. C'est ça. Non, Il a dit mais. ça. Franchement, Il la parade. il a dit qu'ils avaient fait un parquage de moutons riches, je pense, qui se Ouais. baladaient autour du circuit, genre en parlant des pilotes, quoi.
Non mais franchement la parade, pour moi, tout le nouveau format de week-end, on n'aime pas, mais on comprend un peu le principe, etc. Pourquoi pas essayer de donner de l'attrait à tous les jours, ok, y a pas de souci. La parade, non, c'est de la merde. Aujourd'hui, on enlève du temps de roulage aux pilotes Moto 2, Moto 3, on leur manque de respect, juste pour montrer les pilotes aux fans sur place. Alors peut-être quand je vais être au Mans, je vais être refait, je vais trouver ça incroyable. Bien sûr. Et encore, je me connais, quand je serai au Mans pendant la parade, je serai encore en train de ranger ma tôle de tente, tu vois. Donc je veux pas la voir. J'ai jamais vu un warm-up au Mans. Je ne vois jamais. En général, j'ouvre les yeux les Bah, 9h30, que- je suis dans un fossé derrière encore. Enfin, ça n'a pas de sens. Tu sais, il y a tout le monde qui disait ouais, la course sprint, c'est marketing, c'est pour faire comme la F1, machin. Potentiellement, s'ils avaient juste fait ça et que là maintenant on se rend compte que finalement c'est cool, ça ajoute de l'intérêt, blablabla, ça serait hyper bien passé en disant ouais, ok, on avait critiqué machin, mais c'était une bonne idée. Le fait de mettre la parade, ça fait vraiment en mode ah ouais, si c'était vraiment pour la thune et Ouais. vraiment marketing et vraiment claqué quoi. Ah, je suis pas 100%. sûr. En vrai, je veux pas voir le sujet sous une forme aussi enfin pas complotiste, mais t'as compris. Genre, je trouve que dans le global, le nouveau format est bien. Ils essaient d'amener des choses qui se justifient. Et peut-être que la parade, elle est en trop. Genre, la forme, comment c'est amené, la forme est pas top. Genre, c'est améliorable. Mais en vrai, il y a que ça qui est un peu cringe. Et s'ils arrivent à donner du. Enfin, je pense que dans l'esprit, ils essaient de donner du temps avec les fans. Que ça leur rapporte de l'argent ou pas, on s'en fout en soi. Ils essaient de donner du temps où les pilotes et les fans ont de l'interaction. Je pense qu'il y a peut-être chercher un moyen de le faire différemment. Mais dans l'esprit du nouveau programme, tel qu'il est amené, tel qu'on essaie de nous le faire comprendre, en vrai ça se justifie. Je trouve pas ça si horrible que ça. Juste vraiment la parade, je pense que c'est un problème de forme et peut-être que c'est à ajuster. Mais Bah, par rapport au Moto 2, Moto 3, je vois pas vraiment comment ça se justifie, tu vois. non, mais c'est ce que je te dis, la parade elle est vraiment. C'est peut-être le seul truc qu'on peut sortir du Ouais. programme et qui a chier, et qu'il faudrait faire sous une autre forme. Mais le problème c'est que ça devient. Enfin, c'est compliqué après de donner du temps aux pilotes avec ceux qui sont en tribune en même temps que donner à ceux qui ont des passes VIP à 1500 balles ou 2000 ou 500 000 ou 5000 balles. Parce que tu pourrais très bien dire, genre les pilotes on les oblige à faire une séance dédicace, à passer comme ils ont fait là devant des mecs, mais tous ces mecs là ils ont payé 5000 balles tu vois pour faire un selfie avec eux. Et du coup ça veut dire que tu laisses tous ceux qui ont payé leur week-end moins cher en tribune, ben, genre eux ils ont rien tu vois. Donc je pense que Ouais. c'est vraiment... c'est touchy un peu. À voir. On va voir s'ils réfléchissent à modifier un peu ça. De connaissant, je mets des guillemets parce que je connais pas personnellement, hein, mais regardant la J'ai pas trop, MotoGP, j'ai pas trop vu dans l'opinion ce qu'il y a eu comme retour au niveau tout de le la monde a parade. dit que c'était de la merde. Tout le monde a trouvé que c'était mal STV. Tout le monde a dit. Ouais, voilà, exactement, c'était mal STV, t'as tout compris. Donc bon, à voir s'ils repensent un peu le truc. Avant qu'on parte sur le débrief des courses, je vous pose la question. Je la pose depuis 3 ans à chaque Grand Prix à Adrien Yvan, donc on commence à connaître leur avis, mais on n'a pas le vôtre. Donc je vous la pose. Qu'est-ce que vous pensez de ce circuit qui est Portimao? Amélie, je te pose la question. Bah moi je pense que c'est un beau circuit, franchement il est beau, il a du dénivelé, je trouve qu'il est beau à regarder, il est intéressant, mais franchement il est dangereux, hein. On le sait, on Ouais. le dit, faut pas se le cacher, c'est un peu le problème justement, enfin c'est le revers de la médaille sur les beaux circuits un peu qui tournent machin, et c'est qu'il est dangereux. Et voilà, mais moi j'apprécie vraiment les courses parce que bah, en tant que spectateur tu sais que tu auras du spectacle, tu sais que ça va être beau les images, et voilà, mais par contre ouais, il est méga dangereux, et d'ailleurs le week-end n'a pas prouvé le contraire. Maxime, même question. Qu'est-ce que tu penses de Portimao? Bah je vais pas la paraphraser, hein. J'ai marqué beau mais dangereux. C'est souvent ce qu'on dit de moi. Ça va être ça. Pardon. Euh, Pas du tout. Moche et Pas inoffensif. du tout. c'est pas Tout tout ça. ça. On n'est plus sur le simple et efficace. Non, non, bah non. Un moche Non. inoffensif. Non, le circuit est beau, il y a des trucs qui sont dangereux et qui font son charme, c'est-à-dire peut-être les dénivelés où tu vois le virage, je sais pas qui c'est en moto 2, je crois que c'était Canet ou un truc comme ça qui s'était tapé une luge l'année dernière et qui du coup il y avait des pilotes qui l'avaient C'est le virage. évité de peu là juste après le dénivelé là. C'est là où ça saute pour les MotoGP, ouais. C'est ça, mais en fait ce virage là ça fait partie du charme du truc et bon encore tu peux l'accepter mais quand tu reviens sur on y reviendra mais sur la blessure d'Espargaro où t'as un problème de air fence où ils ont mis des espèces de galets frérot, c'est des boules de pétanque au but, enfin c'est donc il y a des trucs à revoir je pense. Le circuit est beau, on peut accepter certains dangers parce que ça donne du charme mais il y a certains trucs à améliorer je pense. Bah écoutez, moi j'ai déjà donné mon avis 1000 fois sur le circuit, donc je vais pas le répéter, je suis grosso modo d'accord avec vous, et je rajouterais juste qu'il est un peu surcoté. Les gens qui essayent de nous le vendre comme le plus beau circuit du monde, calmez-vous. Il est très très bien, mais pour moi il est même pas top 10.
Philippe Island, il lui met une vitesse. Ouais, bien sûr. Bien sûr, tous les jours. Mais après, ça, vraiment, je sais pas que. Alors, quand je dis ça, les gens disent non, mais je suis pas en train de dire qu'il est moche, je suis pas en train de dire que c'est de la merde. C'est pas le Vigeant non plus, d'accord. Mais enfin, calmez-vous. Enfin, il est très très bien. Il est dans le top tier du calendrier, très clairement. Mais les gens se branlent là. Et c'est pas Philippe Non, Island. mais c'est parce qu'il est récent. Parce qu'il arrive juste aussi, ouais, c'est possible. Ouais. Bref. Je vous propose qu'on enchaîne, parce qu'on a fait un peu le tour. Donc c'est parti pour le débrief de la course Moto 3. La course Moto 3 donc sur ce circuit de Portimao, Paul Dayumu Sasaki, Lorenzo Felon partira dernier, on essaiera d'en reparler tout à l'heure parce qu'il a vraiment vécu un sale week-end. Il prendra pas le départ, on sait pas trop pourquoi, vraisemblablement il avait l'air de se plaindre de douleur à l'épaule. Je comprends pas trop l'intérêt de s'aller se mettre en gris si tu te sens pas physiquement au point, mais on va en reparler après. Honshu il va caler sur la grille de départ, c'est vraiment une idée de merde de caler à ce moment-là. Quelle idée. Il va partir des stands, du coup il va se tenter une Pedro Acosta, on va voir, ça va pas marcher comme prévu, mais il va quand même réussir quelque chose de très solide. Gros départ de Joël Kelso, tout de suite qui va faire le all shot. Rueda se pose tout de suite 5ème. Il y a un petit groupe qui se forme, un groupe de 12 pilotes, mais comme d'habitude en Moto 3, de toute façon, il y a un groupe qui se crée d'une dizaine de pilotes et ça va créer de la bagarre. Ça va être assez intéressant. Chute de Ogden et de Alonso qui va créer un long lap pour Ivan Ortola. On comprend pas trop ce long lap parce qu'Ortola il est sur sa ligne, il bouge pas. Alonso vient se rabattre sur lui et il va chuter. Donc je comprends pas trop. Olgado a l'air fort tout de suite. Hein. Il prend la tête de la course et ils vont grosso modo pas le revoir. Il va pas s'échapper. Mais il va leur mettre 2-3 longueurs de moto et ils vont jamais être vraiment en mesure de l'attaquer sur la fin de la course. Derrière Munoz et Sasaki sont vraiment dans le bon rythme. Ça va se compliquer un peu pour Sasaki à la fin qui va rétrograder petit à petit. Derrière il y a Honshu qui emboîte sa remontée et qui fait son entraînement dans le top 15. Dans le top 12 il va terminer à la 10ème place. Derrière on a une bagarre à la Moto 3. Je vais pas vous la raconter, il y a eu beaucoup de dépassements et c'était intéressant sans être une course Moto 3 habituelle, vraiment. C'était cool sans être incroyable. On va avoir une victoire de Daniel Olgado pour 160 millième. Donc c'était quand même pas... Il n'a pas gagné non plus de 3 secondes. Devant David Munoz et Diogo Moreira qui va signer son premier podium. José Antonio Rueda qui lui va terminer 4ème pour sa première course. Il était 3ème sorti du dernier virage mais Moreira va réussir à le passer. Mazia termine 5ème, Sasaki 6, Nepa 7, Artigas 8, Kelso 9 et Denison Diou 10. Maxime, première question, Olgado c'est très très chaud, non? Olgado c'est très très chaud, et Olgado j'ai cru qu'il allait quand même finir par se faire manger, que ça jouait au train-train et que ça allait finir par le doubler à la SPI comme ça le fait souvent à Portimao dans les derniers tours, mais il n'y en a pas un qui a réussi à le rattraper. La moto avait l'air bien réglée, le mec se faisait jamais manger à la SPI, très solide, puis le mec craque pas, il ramène la première victoire avec T3, ça fait en Moto 3, ça fait très plaisir. Sa première victoire je crois, aussi à lui. Sa première victoire à lui et première victoire de Tech 3 en Moto 3. Exactement. Donc non, ça fait plaisir pour eux. Ils méritent, et ils ont eu beaucoup de malchance dans les années passées avec le Moto 3. Donc ça fait vraiment plaisir qu'ils la prennent. 100% d'accord avec ça. J'ai parlé un petit peu de Lorenzo Felon tout à l'heure qui a pas pu prendre le départ. Mais là on est d'accord. Enfin moi il m'a fait de la peine. Enfin en vrai là j'ai même plus envie de lui tirer dessus quoi. À un moment donné on a juste envie que ça fonctionne pour lui quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Il me fait de la peine. En plus, on comprend pas trop, quoi. Ouais. Genre, il n'y a pas vraiment d'explication. Le pauvre, il a eu une semaine compliquée, même très très compliquée. Là, on n'a pas plus de détails sur ce qu'il a. Effectivement, tu dis, il se plaint de douleur. Après, pourquoi se placer si tu sais que tu prends pas le départ? Enfin, ouais, c'est vrai, il me fait complètement juste de la peine. Et j'espère que ça ira mieux les prochaines fois. Et puis, juste trouver une explication, parce que même quand ça marche pas, c'est de savoir pourquoi. Donc, on verra, mais ouais, ça m'a fait de la peine pour lui aussi. Exactement. Notre seul français dans le. Ouais. Vas-y Maxime. Mais ça a l'air d'être quand même la sacrée descente aux enfers pour lui. Hein. Il perd son père pendant l'hiver. Les tests qu'il fait sont catastrophiques. Là, je pense qu'il paye t'as presque l'impression que c'est plus psychologique qu'autre chose. Je sais pas, parce que là, j'ai l'impression que genre, il y a plus son père avec lui, du coup, il trouve pas la perfo. Et puis, là, je pense qu'il paye le fait qu'il n'y ait pas le warm-up le matin, quoi. Parce que du coup, il essaye de se mettre en grille, il voit comment est son épaule, ça marche pas, il s'en va. Quoi. J'avais pas pensé à ça. Effectivement, avec le warm-up, peut-être qu'il serait jamais allé se mettre en grille parce qu'il aurait senti que ça le faisait pas. Carrément, compte, je pense que du coup, on va peut-être avoir des soucis comme ça qui vont arriver dans le futur. Quoi. Malheureusement, ouais. Vite fait, Maxime, je te propose un petit mot sur Honshu qui remonte à la 10ème place. Très belle course. S'il avait pas eu son souci, il aurait peut-être pu au moins jouer le podium.
Ah putain, j'espère qu'il va pas de choc, surtout cette année. Bien Parce sûr que que si, il va te déjà, choquer. déjà en qualif, il était pas au top du top. Je pense qu'il passe pas le meilleur week-end de sa vie, hein. Non. Et au final, il part pas. Il est déjà pas bien placé sur la grille. En plus, il cale. Bon. Et Ouais. puis du coup, on se rend compte que c'est pas Pedro Acosta. Bon, après, devant, ça roule aussi, hein. Les jeunes qui arrivent, Ouais. c'est ce que vous disiez dans les previews en catégorie inférieure. C'est que tu loupes le train de ton année, derrière, il y en a d'autres qui arrivent et qui ont encore faim, quoi. Et qui sont sûrement meilleurs que toi, donc c'est compliqué. Et le meilleur exemple qu'on peut avoir de ça, c'est Monsieur José Antonio Rueda. Oui, je vais dire toujours son nom avec l'accent espagnol parce que son nom me fait mourir de rire. Le mec, première course, dans le bon groupe, toujours qualifié dans le top 10. Il se bat pour le podium, il se fait sauter sur la ligne entre guillemets et termine que 4ème. Un mec, on peut difficilement mieux commencer une carrière, je pense. Carrément, surtout que son coéquipier c'est Honshu et il lui met une grande vitesse premier week-end. Oh, ce seum Donc, qu'il va avoir l'ami Denise. Ouais. Bah après, ouais, voilà, à remettre en perspective, peut-être que sans ce problème, il aurait fini avec lui, tu vois. Donc, Bien sûr. mais effectivement, c'est jamais agréable quand toi, dans ta deuxième ou troisième saison et que t'es sérieux et qu'il y a un mec qui arrive de nulle part, qui a 2-3 ans de moins que toi et qui te domine, quoi. Ou même qui est à ton niveau, ça fait jamais plaisir, je pense. Et on en a vu plein comme ça qui se sont fait manger, hein. Genre Mazia qui se fait manger 2 ans d'affilée. Enfin, Jaume Mazia. C'est un Alex peu Rins en MotoGP, pareil. Hein. Bah ouais, le mec il est là c'est depuis vrai. 3 ans, Mir arrive, il est champion. mais je pense que des cas comme ça, il y en a presque peut-être tous les ans en Moto 3 en fait. Oui, très clairement. Très clairement. Bon, je vais pas vous faire le classement du championnat parce que c'est le même que la course, hein, donc je vais pas me répéter. Je pense qu'on a fait le tour, donc je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la course Moto 2 parce qu'en plus il faut qu'on se dépêche parce que la Moto GP il y a des trucs à dire. Donc c'est parti Moto 2. La course Moto 2 donc sur ce circuit portugais et je laisse la main à l'ami Maxime pour vous détailler la course. Vas-y, je t'en prie. Le week-end en Moto 2 commençait avec déjà 2 grandes absences, Guevara et Ogura. Donc luxation du poignet, fracture du scaphoïde et ligament endommagé pour Ogura. Crash en motocross. Ouais, donc crash en motocross, il a été opéré, mais il était toujours pas dispo parce que les ligaments étaient pas remis. Et blessure de Guevara du coup, symptôme du syndrome des loges, pardon. Donc il rate ce GP, il ratera sûrement le prochain. Donc déjà votre avis sur ces absences? Pour le coup, petit seum pour moi. Moi, j'attends beaucoup Ogura. C'est un pilote que j'aime bien. Donc, j'étais un peu dégoûté de pas le voir. Et alors, Izan Guevara, je suis moins fan, mais champion Moto 3 de main de maître. Donc, on a envie de voir ce qu'il va donner sur la Moto 2. Et quand j'ai vu le début de la course, je vais pas te spoiler ce que tu vas dire, mais Acosta Canet et tout, je m'étais dit, s'il y avait eu au moins Ogura avec eux, là, ça aurait été encore plus intéressant. Peut-être que Guevara serait pas bien avec eux, c'est un rookie. Mais Ogura m'a manqué. Moi, hyper déçu plutôt. Alors, Ogura, oui, mais Guevara aussi, parce que en tant que rookie et champion du monde en titre, j'avais trop hâte de voir ce qui pouvait se passer aussi sur la première course. Donc, déçu de cette absence-là. Après, je sais pas si ça va être des convalescences vraiment longues, donc je pense qu'on aura l'occasion Normalement, non. On espère de que non. voir ça bientôt. On espère que non, et normalement, non. Et Ouais, non. on espère qu'il se remettra bien du syndrome des loges, quoi, parce que du coup il va rater l'Argentine, c'est sûr, normalement. Donc, Ouais, mais après, généralement, quand il. Enfin, c'est pas le truc qui les fait traîner plus longtemps. Non, en pense. général, ça va. Ça va. Voilà. Donc, du coup, début du week-end, Hollins a amené une nouvelle fourche qui était censée faire gagner du travail sur le train avant, donc grip, etc. Fourche que tout le monde n'était pas équipé, dont Acosta a fait le choix de ne pas s'équiper. Donc, la pole pour Philippe Salac, hein, on l'avait vu venir. Alors là, non, là, Pas incroyable. du tout. Philippe Salassi qui prend la pole. J'étais là, mais qui est cette personne? Enfin, je ne le connais pas. Paul de Salac, seul fait marquant de sa vie, c'est un podium l'année dernière en Thaïlande, P2. Après, même en Moto 3, il avait fait un podium en France en 2021, je crois. Mais après, sinon, rien de spécial. Il était abonné au P13, P10, P je tombe aussi, je pense. Mais à part ça, vraiment pas grand-chose. Donc, il arrive gros rythme. Philippe Salac, donc Paul, troisième Acosta, si je dis pas de bêtises. Assez décevant du coup de retrouver Lopez et Aldeguer P14 et P16. On attendait un peu d'eux quand même. Et c'est assez dommage. P17 de Garcia, qui fera sa première Q2 pour sa première course en tant que rookie quand même. Et voilà, donc après c'est P1 pour Salac, 2 Canet, 3 Acosta pour les 3 premiers et Vietti 4ème. Donc début de la course, all shot de Canet. Salac, lui, dans les premiers tours, va bien se battre avec Acosta, il va même reprendre la première place, ce qui est assez étonnant quand même, parce que bon, il est capable d'être rapide sur un tour, mais il se bat bien avec les mecs de devant quand même.
Mais ensuite la course va se compliquer pour lui. Canet va repasser, Acosta va repasser, et ensuite ça va un peu s'enchaîner, Vietti va le passer, etc. Donc, donc ça se complique pour Salach qui va descendre dans le classement. Vietti lui ensuite du coup passe troisième, fait son long lap, mais se retrouve rapidement du coup à la sortie englué derrière Lowe's et Aldeguer, ce qui va un peu l'embêter en fait. Donc au final, on va se rendre compte dans la course que ça va être très vite Acosta-Canet à la bagarre, en sachant que Canet est très fort dans le dernier secteur, mais il va jamais arriver à doubler Acosta dans la ligne droite parce que je pense qu'il a un moteur Triumph stock. On se rend compte aussi que Lopez et Aldeguer sont juste nulle part. On attendait beaucoup d'eux, mais sur le circuit, ça a l'air de pas bien se passer pour le Bosco-Scuro. Je pense que le châssis va pas, ou j'en sais rien. Enfin, en tout cas, l'équipe a pas l'air d'être bien sur le circuit. Binder tombe. Binder, perso que moi j'ai suivi un peu, parce que quand même transfuge MotoGP, on se dit il a fait Moto3, MotoGP, comment ça se passe le rétrogradage? Ça a pas l'air trop mal, il était en train de se battre pour la P7, dommage il tombe, il se relève, il baisse direct Foggia, parce que Foggia il est lent. Et ensuite Lopez se crash, Lopez aussi, début de saison compliqué je pense, test compliqué, il était malade, etc. Il a raté des tours, donc apparemment, il a raté des sessions vu qu'il était malade pendant les tests. Donc il a essayé de compenser tout le week-end, mais beaucoup de déchets, des chutes, etc. Donc vraiment week-end à oublier. Donc après tout ça, on arrive à la fin de la course. Fin de la course où Canet lâche pas Acosta. Mais en fait, on va se rendre compte qu'à 4 tours de la fin, Acosta va rentrer dans des tours qualifs, alors qu'il a 20 tours sur son pneu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont quand même enchaîné tous les deux à un rythme assez important. Ils étaient en gros 42 toute la course, si je dis pas de bêtises, alors que la pole est en 42-3. Donc ils ont enchaîné sur des tours de qualif aux alentours de la 6ème place, ce qui est quand même pas dégueu. Mais sur les 4 derniers tours, en fait, Acosta va faire un 42-6, 42-6, 42-5. Et le dernier tour, j'ai pas le chrono parce que on s'en fout, il a gagné. Mais il va complètement lâcher Canet en fait. Et donc il a laissé espérer, mais à la fin, il a complètement largué. Eh bien, merci Maxime pour ce petit récapitulatif de la course. Le classement, Pedro Acosta, comme tu l'as dit, va aller prendre la victoire devant Aaron Canet et Tony Arbolino. Philippe Salage va terminer 4ème, Manuel Gonzalez 5ème, Jack Dixon 6ème, Sam Lowe 7ème, Albert Arenas 8ème, Somkat Chantra 9ème et Jérémy Alcoba 10ème. Celestino Viti 11ème. Maxime, je te relance tout de suite. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Pedro Acosta ce week-end? Masterclass. Non, je pense que il a dominé les tests, il arrive en confiance. Canet assez surprenant quand même. Je suis d'accord. Régulier, il arrive à le suivre sur un rythme assez important. Pas de déchets, ça se suit. Arbolino aussi qui revient bien, mais je divague. Acosta en tout cas très très fort. Très très fort. Le mec montre qu'il est vraiment au-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive à mener un train d'enfer. Il y en a un qui arrive à le suivre à peine. Et à la fin, il remet un coup de collier alors qu'il a 20 tours sur ses pneus et il lui met 1 seconde 5. Donc vraiment, je pense que très fort. Amélie, est-ce que tu as retenu quelque chose de particulier sur cette course Moto 2? Déjà, je trouve que oui, du coup, la performance d'Acosta incroyable. Comme dit Maxime, c'est à la fois il était favori, il lui confirme, mais en plus pas n'importe comment, puisqu'avec 1 seconde 5, quoi. Donc impressionnant, puis la façon dont il a résisté à Canet, moi franchement, j'ai trouvé ça méga beau. Quand même, je voulais souligner la performance de Salach parce que, comme dit Maxime, c'est le mec qu'on n'en avait jamais entendu parler avant. Tout le monde était soufflé qu'il prenne la pole et il arrive quand même à faire une belle 4ème place. Donc, c'est pas juste il est performant sur un tour et il fait un hold-up d'une pole. En plus, il confirme sur le Grand Prix, donc je trouvais ça vraiment bien. Et puis, même Arbolino, s'il faut parler du podium en entier, je trouve que c'était une belle perf et c'est aussi à souligner. Franchement, c'était une belle course et je trouve qu'ils ont tous été hyper performants. Ils ont donné ce qu'il y avait à donner. Il y avait pas de. J'ai pas du tout été déçu par la course, quoi. Et écoute, plutôt pareil pour moi. La course, c'était pas une course de bagarre, mais c'était quand même une course super intéressante. J'ai trouvé la bagarre à distance Canet-Acosta, c'était trop bien. Parce que ils sont pas vraiment doublés, mais je sais pas, moi j'aime bien aussi les bagarres à distance comme ça, à ce coup de chrono. La perf des deux là c'était du sale. Il était indoublable Acosta, hein. Enfin, Ouais, je vais pas te mentir, l'autre il sortait dans son cul du dernier virage et il pouvait rien faire. Et en même temps, tu voyais quand même que Canet donnait tout, donc comme dit Kevin, c'était vraiment la bataille à distance où tu voyais que chacun poussait. Franchement, c'était cool. Il n'y en a pas un qui fait l'erreur, quoi. Non, exactement. Donc c'était beau à voir, je trouve. Arbolino derrière a réussi à les remonter un moment aussi. Donc comme tu l'as dit, Amélie, tu l'as souligné, il fait vraiment une belle course, Tony Arbolino. Et ça, je trouve que c'est de bonne augure pour sa saison à venir.
pour Arbolino. Il a l'air de commencer comme il a fini la dernière. Donc ça, c'est Ouais. cool. Après, Manuel Gonzalez 5ème, je sais pas qui c'est. Jake Dixon 6ème, il est pas tombé, donc c'est déjà pas mal. Sam Lowe 7ème, même constat. Albert Arenas, c'est plutôt pas mal de le voir à la 8ème place. Je pense qu'il va faire une belle saison. C'est un bon pilote. Là, maintenant, il est dans le meilleur team du plateau. Je pense qu'il va être vraiment très bon. Chantra 9ème, pas d'avis. Alcoba 10ème, il a fait tomber personne, c'est pas mal. Je ferai juste un petit mot. Alors, sur Darren Binder, je suis d'accord avec toi. Il a fait un week-end plutôt intéressant, donc à voir. Et sur Barry Baltus, qui fait un bon week-end aussi, qui prend le meilleur temps de la FP2, je crois. Il a terminé 12ème et tout. On n'attendait pas du tout à ce qu'il soit aussi fort. Enfin, aussi fort, à ce qu'il soit mieux dans le rythme qu'il l'était l'année dernière. Donc, moi, j'étais assez content. À noter les premiers points de Garcia, 15e. Ouais, exactement. Pour sa course de rookie. Mais Gonzalez, étonnant. Ouais. Gonzalez, étonnant. Déjà, on sait pas ce qu'il fait là sur la grille. On sait pas qui c'est. Avec sa livrée Yamaha dirait Canal de l'époque. On sait pas ce qu'il fait là. Euh, On dirait Ça fait- il a ça- un nom t'sais- d'un PNJ dans Red Dead Redemption ou un truc comme ça. Mais tu sais que ça fait bizarre de voir une livrée jaune et bleue, comme ça à l'ancienne un peu. Ouais. De loin, tu sais pas. La bizarre aussi. Mais voilà, Lowe's qui fait un week-end assez. Comment dire? Ouais, mais il se remet dans le rythme. Il était beaucoup blessé l'année dernière et tout. Il se remet dans le rythme petit à petit. Moi, il me choque pas son week-end. C'est un mec qui tombe beaucoup. Il finit la course déjà. Faut pas trop lui en demander non plus, quoi. C'est pas dégueu comme perf, ça va. Ouais, franchement, je trouve ça pas. Ouais, ça va. Ouais, il fait 7 quoi. Enfin, moi, c'est des gens qu'on attend. Ça fait 15 ans qu'ils sont là à peu près. Enfin, à un moment donné, bateau à Ah, devant. les mecs Quoi. peuvent pas tous la gagner. Non, mais d'accord. Mais Ouais, puis il a un été peu beaucoup dur. blessé. Comme dit Kevin, s'il tombe pas, c'est déjà pas mal. Moi, je trouve pas ça ridicule cette non plus. ouais, je trouve que ça Quand va. tu vois le rythme et la perf qu'il y avait devant, moi, je trouve ça pas mal. Hein. Après, t'as le droit de Je sais dire que c'est de la merde. Hein. Y a pas de souci. Hein, mais Je trouve ça nul. et je sais pas si t'as d'autres choses que tu veux qu'on aborde, Maxime. Mais moi, j'ai un dernier point avant qu'on passe au MotoGP. Ouais, je sais pas si on peut encore entendre quelque chose de Joe Roberts. Non, moi, j'en ai jamais attendu quelque chose. Parce que ce mec-là a quand même failli monter en MotoGP à un moment donné, quoi. Non. S'il était question qu'il prenne une Aprilia à un moment donné, ou quoi, ça lui Ah, était il est proposé. oui, et on lui a proposé une Aprilia, question. il l'a refusé. Déjà, il doit être vraiment Oui. très content Voilà. quand on voit la perf de l'Aprilia maintenant. Mais non, enfin, il est en dents de scie en fait. C'est un pilote anglophone. Ils sont comme ça. Et ouais, moi dernier point, juste Alonso Lopez, hyper déçu. J'en attendais beaucoup. C'est que la première course, faut pas s'emballer, mais hyper déçu. On le voit pas du week-end, il finit par tomber. Dommage. Il finit sa saison. Enfin, il commence sa saison comme il a fini celle de l'année dernière. Ben, j'ai l'impression qu'en fait, ce mec-là marche vraiment beaucoup au mental. Et, Pas comme tous. ouais, mais enfin là, quand même beaucoup. Parce que quand tu vois que la saison dernière, quand il finit sa saison, il se prend vachement la tête, j'ai l'impression, et du coup, ça lui fait faire que de la merde. Et là, du fait qu'il ait raté ses tests, qu'il était malade, ils en parlaient, il arrivait avec du retard ce week-end. Et il a voulu vachement rattraper. Il est tombé pas mal de fois ce week-end. Pas mal de déchets pour un mec qu'on attend pour jouer le titre. Ouais. C'est dommage, quoi. Parce que si on veut le comparer à un Pedro Acosta, niveau mental, ça a l'air d'être Non. différent. Il va se faire rouler dessus. Ouais, voilà. Donc, ouais, donc à voir pour Alonso Lopez la suite des événements s'il arrive à un peu redresser la barre. Je pense qu'on a assez parlé du Moto 2 et on a beaucoup de choses à dire sur le MotoGP, donc je propose qu'on enchaîne tout de suite avec le plat de résistance. Et c'est parti. La course MotoGP, donc sur le circuit du Portugal, on va vite fait parler de la course sprint qui s'est passée hier, donc samedi. Elle était très très animée, il y a eu beaucoup de chutes, on va en revenir sur une en particulier. J'ai trouvé Miller étonnant, Martin très fort, on s'y attendait, et Pecco dominateur. Zarco a fait un bon départ, on s'y attendait pas, et après il a dû être chahuté parce qu'il s'est retrouvé loin. Quartararo était gêné par Mir qui a fait n'importe quoi de nouveau, qui va prendre un long lap pour la course du dimanche. Après, il y a une petite bagarre Martin Marquez. Les deux Aprilia remontent. C'est une course vraiment intéressante, très animée avec du carénage frotté. Et c'est Pecco Bagnaia qui va aller la gagner de manière assez en patron. Moi, j'ai deux sujets que je veux qu'on aborde. Non, je vais la faire. J'ai un sujet que je veux qu'on aborde surtout. C'est la blessure de Enea Bastianini. Il écarte un peu en l'entrée du virage 9, je crois. Luca Marini tente de s'infiltrer, il y a la place, il n'y a rien de choquant, sauf que Marini va perdre l'avant, il va faucher Bastianini. Bastianini va être catapulté et retombe sur son épaule, fracture de l'omoplate. Je vais pas vous demander si vous êtes triste ou pas, parce que forcément, c'est un pilote qu'on attend beaucoup, donc ça fait chier de le voir blessé et de pas le voir sur sa moto. Moi j'ai une question, parce qu'on me l'a beaucoup posé sur Twitter, et je vais y répondre avant de vous la poser. On m'a demandé pourquoi Marini n'était pas pénalisé. Bah en fait il fait rien de fou. Genre
Bastianini écarte en entrée, il s'infiltre, il y a la place. Malheureusement, il perd l'avant quand il est sur la trajectoire. Il fait rien de dingo. Marini, en plus, on en a pas mal parlé, c'est pas le genre à faire des dingueries. Même si là, c'est un mec qui est quasiment pas tombé pendant 2 ans, il a passé son week-end dans le gravier là cette fois. Bon, bah ça arrive. Mais là, ouais, enfin Marini, pour moi, il fait pas de dinguerie. Et c'est pour ça que derrière, il n'y a pas eu d'embrouille avec Bastianini. Parce que, enfin, il y a. En fait, son move, il est moins choquant que celui de Mir, pour moi. Amélie, est-ce que tu es Avec d'accord la avec ça? photo. Ouais, pour moi, j'ai pas grand-chose à dire de plus que ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que pour moi, c'est en fait de course. Marini, il a pas du tout eu un comportement agressif, il essayait pas, comme tu dis, il essayait pas du tout de s'imposer de quoi que ce soit à ce moment-là, et au contraire, j'aurais même trouvé étonnant qu'il soit sanctionné, et comme tu dis, je pense qu'il y a aussi le côté où, comme c'est pas quelqu'un qui a tendance à se comporter comme ça, des fois, ils ont un peu tendance aussi à sanctionner quand c'est quelqu'un qui, de manière répétitive, met tout le monde en danger, ou est trop agressif ou prend pas assez de jus, etc. Donc je pense aussi que Marini, c'est exceptionnel que ça lui arrive ça et d'un point de vue objectif, dans les faits, il a absolument rien fait. Donc moi je trouve normal qu'il soit pas sanctionné. Maxime, du coup, même question. Pour toi, c'est normal qu'il soit pas sanctionné. Et je te demande après le comparatif avec l'attaque de Mir sur Quartaro. Bah, je pense que c'est logique. Parce qu'après, bah, il faut qu'il y ait des faits de course. Hein. Des fois, il y a des gens qui tombent. Enfin, il emporte d'autres gens avec lui. Enfin, je pense que s'il avait pu rester sur ses roues, ça l'aurait autant arrangé, quoi. Je pense qu'il se pénalise tout seul. Bah, après, le truc, c'est que dans l'action, il n'y a rien à pénaliser. Je pense que, bah, du coup, tu pénalises pas. Après, c'est surtout les conséquences pour Bastianini qui sont embêtantes. L'action en elle-même est assez bénigne, c'est un fait de course, mais après, ça engendre une blessure sur Bastianini, mais ça, tu peux rien y faire, quoi. C'est-à-dire que de base, c'est pas dangereux, il chute mal. Comme je l'ai dit 1000 fois, en fait, les sanctions doivent être inhérentes aux actions et pas aux conséquences, en fait. Enfin, là, on en a l'exemple parfait. Mir mérite d'être sanctionné parce que son attaque, elle a aucun sens et elle gêne Quartararo, même si Quartararo est pas blessé. Marini, dans sa chute, entraîne Bastianini qui va se blesser. La conséquence est donc bien plus grave, mais le comportement de Marini, il a rien de problématique, là où celui de Mir mérite une sanction. Donc je suis 100% d'accord avec ce que tu as dit. Complètement. Du coup, je vous propose qu'on enchaîne avec la course du dimanche. Je ne l'ai pas dit, mais Paul de Marc Marquez qui va faire un chrono stratosphérique le samedi matin dans la roue du fameux Enea Bastianini. On va pas revenir sur le débat parce que j'en peux plus. Tu se dis roues, alors là on s'en fout complètement. S'accrocher aux roues d'un mec, ça fait pas faire un chrono automatiquement, faut quand même la conduire la moto. Donc, Surtout que si tout le monde avait ces techniques-là et qu'il y avait que ça qui marchait, mais surtout qu'il lui met 5 ferait tous dixièmes. la pole, quoi. Alors déjà, Ouais, deux choses, exactement. il met 5 dixièmes à Bastianini, donc c'est pas juste le fait de se faire tirer par Bastianini. Et en plus, de 2013 à 2019, tout le monde faisait en sorte de prendre la roue de Marc Marquez, donc ça va. Enfin, à un moment donné, il n'y a rien de grave. Du coup, départ de la course du jour avec, comme je l'ai dit, Marquez en pôle devant Martin et Bagnaia. Départ assez chaotique, j'ai trouvé, il s'est passé pas mal de choses. Oliveira fait un départ tonitruant, il sort en tête du premier virage, mais Martin réussit à le reprendre tout de suite. Bagnaia a tout de suite prévu de leur dire que c'était lui le patron, donc il va reprendre la tête de la course. Et on a un tout petit quatuor qui... Alors, c'est pas un petit quatuor, mais c'est un quatuor qui s'échappe un tout petit peu. Bagnaia, Martin, Marquez, Oliveira. Et là, tour 3 ou tour 4, je sais plus, il va se passer le fait de la course. Marc Marquez a une coupure cérébrale, très clairement. Dans son cerveau, ça fait... Et, alors, je fais le malin, mais après j'expliquerai un peu ce qu'il a dit, parce que j'ai lu pas mal, il est revenu sur ce qui s'est passé. Il va pas freiner, il va percuter Martin qui écarte, et derrière, il va télescoper Miguel Oliveira qui s'est retrouvé en Argentine instantanément. Du coup, les deux tombent. Fin de course pour Oliveira, fin de course pour Marquez qui va se faire copieusement huer par tout le public portugais. Vous avez vu l'action. Amélie, je te pose la question. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête à Marquez? Alors déjà, j'aimerais dire une anecdote personnelle. Le week-end, quand il y a les Grands Prix, j'ai une toute petite cagnotte de 10 euros sur BetClick qui t'offre quand tu crées ton compte et je parie avec ça sur les courses de moto. Ce matin, j'ai parié sur Marquez Oliveira. Donc autant te dire que j'avais le seum. T'avais un petit seum. Quand j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai dit c'est pas possible. Les mecs ils essaient de s'entretuer pour une fois que je parie sur eux, quoi. Bref, je pense que Marquez il retombe dans ses travers, c'est-à-dire que comme tu dis, le mec débranche complètement le cerveau et
j'ai une toute petite théorie selon laquelle, à mon avis, il roule juste un tout petit peu au-dessus de ses pompes, et ça revient aussi à ce qu'on disait sur la preview de dire oui, c'est Marquez, c'est un extraterrestre, mais est-ce que le niveau autour a pas bougé, et est-ce que finalement lui, il est capable de se mettre dans ce genre de situation, à complètement débrancher le cerveau, mais est-ce que c'est raisonnable et du coup ça passe quand même? Absolument pas. Et ouais, et ça m'a fait trop de la peine pour Oliveira parce que le mec était tellement chaud. Et puis alors en plus, avec la fin de la course, RNF, franchement, ils me font de la peine de ouf. Il n'y a rien qui va. Pour eux, c'est le pire départ possible. Et finalement, Marquez, si t'es un extraterrestre, c'est une chose. Par contre, il faut aussi prendre en compte qu'il y a d'autres gens qui roulent avec toi, quoi. Donc voilà. Mais j'étais méga déçue et il faut que j'arrête de parier. Bah ça, oui, ça mais c'est une catastrophe de toute façon. Moi je vais juste, avant de te donner la main sur l'histoire Maxime, juste faire un petit rappel des faits. En fait sur les 3 premiers tours, Marquez il fait, déjà sur rien que le jeté de grille, déjà il tient pas trop sa ligne, il va un petit peu chercher Jorge Martin, je trouve que c'est très moyen ce qu'il fait. Derrière il fait un dive, je crois que c'est au premier tour, hein, à ce même virage là. Au Pareil T3 il a sur failli la Martin. perdre. Alors Il a pour moi failli il la est perdre incroyable. Ah oui voilà, mais par contre le dive qui sort il m'a fait sauter de mon canapé. En fait on parle souvent de Marquez, mais moi je suis désolé, je crois qu'il y a personne qui m'a fait autant sauter de mon canapé, autant crier. Enfin, ce qu'il envoie là, oh là là, c'est invraisemblable. Donc il est déjà à la limite. Et au tour 3, au tour 4, en fait, il va expliquer ce qui s'est passé. Il va justifier ce harponnage de Miguel Oliveira en disant ma roue avant c'est bloqué. J'avais pas prévu de même doubler Jorge Martin. En fait, il dit j'ai bloqué l'avant. Non, mais c'est ce qu'il dit. Il dit j'avais pas prévu de doubler Jorge Martin. Ma roue avant s'est bloquée, donc j'ai dû relâcher les freins. J'ai évité comme j'ai pu Jorge Martin et je l'ai touché. J'ai pas pu éviter Miguel Oliveira. Moi, je voudrais dire ce qui est bien, c'est que par contre, il assume. Il dit j'ai fait une erreur, je m'excuse auprès de tout le monde, j'accepte ma sanction et tout. Non, mais on peut pas dire le contraire. Enfin, il y a 800 caméras qui l'ont vu ce qu'il a fait. Et en plus, il mytho un peu quand même sur son histoire de frein avant bloqué. Écoute, moi je te dis je trouve que au moins. Il réfléchit pas, genre il dit ok c'est de ma faute, j'ai fait de la merde, j'accepte la sanction. Il va tout de suite s'excuser et prendre des nouvelles de Miguel Oliveira, ça c'est bien, tout le monde le fait pas. Il va tout de suite dans le sens de s'excuser. Alors après tu peux dire ouais mais Marquez il jette tout le monde par terre et après il va s'excuser, c'est trop facile. Ça j'en conviens. Mais au moins je trouve qu'il fait un peu bonhomme derrière, tu vois, il assume. Par contre, son histoire aussi, c'est parce que c'est le roi de la com, hein, ça vient aussi de là. Voilà, c'est ça, il a de l'expérience, il sait très bien ce qu'il fait. Enfin, faut arrêter de nous prendre pour des débiles. Quand il revient devant, quand il revient devant chez Canal, et qu'il dit oh oui, la pénalité est amplement méritée, je la prends, il y a pas de souci, je m'excuse vraiment auprès de Miguel Oliveira. Frère, il va rentrer chez lui, il n'en a rien à foutre. Ça va rien changer. Arrête de nous prendre. C'est juste qu'il a juste l'expérience que ça fait 10 ans qu'il met tout le monde dehors. Le double long lap, mec, il sait très bien qu'il le mérite. Il y a pas de tu revois les images, il sait très bien qu'il se rate en plus. Et en plus au Portugal, quand il se faisait huer par le public, je me disais aïe aïe aïe, le roi de la com, là c'est quand même une mauvaise journée pour lui. Et dernière chose avant du coup de te lancer Maxime sur l'histoire, il dit ma roue avant c'est bloqué. Ouais mais frère, c'est bloqué, pourquoi ta roue avant? Parce que tu freines 3 mètres trop tard et que du coup t'as tiré sur la poignée comme un fou furieux parce que t'as senti que c'était trop tard. Et parce que je vous assure, pour bloquer une roue avant, faut vénère, surtout avec des pneus tendres comme ça et tout, je pense qu'il faut vraiment appuyer et du coup il a senti qu'il a freiné trop tard, il a trop serré les freins, il a bloqué l'avant, il était obligé de, enfin voilà, je vais pas vous le refaire, mais il a justifié ça m'a fait rire parce qu'il a justifié ça en mode j'ai bloqué, ma roue avant c'est bloqué. Non frère, tu as bloqué ta roue avant, c'est rien à voir. Maxime, je t'en prie, dis-nous ce que t'as pensé de cet accrochage. Mais je pense que déjà ça part de plus loin, parce qu'il faut pondérer un peu tout ce qu'on dit, c'est-à-dire que Marquez déjà on n'en parle pas, mais en Q1 ce qu'il fait c'est stratosphérique. Enfin il se fait tirer par Mir, mais il met 1 seconde à tout le monde sur son premier run, et après il ressort pas. Le mec ne ressort pas. J'adore. Donc là déjà on commence à crier au génie. Ensuite il a eu chaud au cul en Q2, il a eu chaud au cul parce qu'il passe sa session à chercher une roue, il en trouve une sur son dernier time attack. Il se trouve derrière 4 mecs et Bastianini juste devant lui. Donc, il a un peu de moula, mais il nous sort son tour. Et là, tout le monde crie au génie, waouh, Marquez, naninana. C'est un ouf, mais et il fait un tour comme un zinzin. Genre, il débranche. C'est le genre de truc que Marquez fait et que seul lui est capable de faire. C'est-à-dire que quand il débranche, il est stratosphérique. Genre là il s'est mis derrière Bastianini, de toute façon il était en stress complet parce qu'il avait pas eu de roue de toute la session, et il a débranché complet et il met 5 dixièmes à tout le monde, et quand c'est comme ça tout le monde crie au génie. Derrière il fait une course sprint où il se gère parce qu'il est pas dans le rythme,
mais il est intelligent. Le, le double dépassement qu'il fait, enfin, c'est. Le mec est Incroyable. pas dans le rythme, Incroyable, le les mecs double passent devant lui, il arrive quand même à se placer au bon endroit, au bon moment, paf, il récupère. Super opportuniste, super intelligent, et il arrive sur la course, il débranche complet. On dirait qu'il a passé son week-end à l'envers des autres. Genre, sur la sprint, il était hyper mesuré, et sur la course, il débranche complet. T3, mais son freinage au T3, mais il y a un mec, c'est pareil. Il le déboîte tour 1. Bon, du Bah, coup, ça arrive tour 3, pas de chance. Mais il se touche avec Jorge Martin en sortie du coup. Il se Sur, touche le avec premier Martin en tour. sortie. Ouais. Et en plus, ça me rappelle Mhm. tellement Silverstone, genre pareil. Premier virage, il se rentre dedans. 2 tours après, il le satellise. Mais il arrive, il met une boîte. Il le satellise. Et Mais en même temps, là, moi, il je trouve ça arrive, il hyper arrive. excitant pour le reste de la saison parce que ça confirme tellement ce que Kevin disait au preview de dire qu'il. Là, je sais pas s'il a jamais été aussi prêt physiquement et mentalement que ça. Là, ça s'est mal passé, mais si ce qu'il fait ce week-end, pour une raison ou une autre, passe, c'est juste incroyable si ça veut passer, tu vois. C'est ça, mais le problème, c'est que je pense qu'il y aura des dégâts. Parce que le truc, c'est que sa moto est pas ouf. Parce que quand tu vois où est-ce qu'il finit sur son Honda en course, ils sont très loin. Mais ça, tu reviendras après, je pense. Ouais. Et déjà, donc, ce qu'il arrive à faire avec la moto qu'il a, c'est énorme. Et donc, du coup, tour 3, virage 3, ben, il arrive trop fort. Il grimpe sur Martin, s'il te plaît. Je sais même pas comment il fait pour rien avoir, Martin, parce qu'il lui roule dessus. Il lui roule sur le pied, genre. Heureusement, les bottes, je sais pas, elles doivent être. Elles sont sûrement très résistantes. Mais il lui roule dessus. Après, il satellise Oliveira parce que ben, forcément, tu roules sur un dodan quand tu freines. Ta roue avant, tu freines tout sur la roue avant, donc elle a plus d'adhérence. Donc forcément, tu perds les freins à un moment donné. Et il finit dans Oliveira, il le satellise. Donc ouais, on a crié au génie pour ça, et là on l'insulte pour ça aussi. Ouais, Enfin, mais ce par qu'il faut contre, se- si ça passait, c'est toujours pareil. Si ça passe, ce qu'il Mais a ça fait, passe c'est jamais, Ouais, ça passe jamais. Déjà, là, ce qu'il a virage fait, 1, ça non, doit jamais là, pas. ça peut passer, Tour ça peut 1, pas ça doit jamais passer. Donc S'il a fait tour forcément, 1, à un moment franchement, je te donné. jure, il m'a fait sauter du canapé. J'étais, oh là là, putain, mais tu le vois Mais partir. t'as vu où il finit, mec? Les Non, mecs mais- qui prennent la bonne trajectoire, en sortie, ils le déboîtent. Ouais. Enfin, Non, mais j'ai adoré. Moi, j'adore quand il fait ça. Mais là, vraiment, il a. mais après, on il a l'adore pour ça. Quand complètement il débranche, déconné. mec, mais c'est le genre de mec qui te procure des émotions, c'est incroyable. Mais Je suis aussi, quand d'accord. ça passe pas, ben, Marquez ça fait fait des du dégâts. Marquez. C'est ça. 100%. Derrière ça, donc l'ami Pecco Bagnaia, on se dit bah il va complètement s'envoler, ils vont pas le revoir. Que nenni, parce qu'il y a l'ami Top Gun qui est de retour et lui il a pas prévu de laisser s'échapper Francis comme ça. Il va l'accrocher, alors ils vont pas se battre, ils vont faire un peu la même course que Bagnaia et Acosta et Canet, je trouve. Parce que Vignales il va être vraiment pas loin du tout, il va grosso modo naviguer entre 5 dixièmes et 1 seconde de Bagnaia, donc il va lui mettre la pression, ça va être assez intéressant à voir aussi. Quartaro a raté son départ de nouveau. Il va remonter petit à petit. Il a un rythme qui est plutôt correct, je trouve. On va reparler de sa déclat après, mais je trouve que son rythme il est pas si mal. Didja va se mettre out, bon ça random. Derrière, Brad Binder remonte très très fort et les positions sont un peu figées. Bagnaia et Vignales se mettent complètement à l'abri. Il y en a un autre qui se met à l'abri, c'est Monsieur Marco Bezzecchi qui est à la 3e place et qui va, à un moment donné, il se fait un peu remonter par Alex Marquez et les 2 KTM. Et je me dis, moi je suis devant ma télé, je me dis, là pour Marco Bezzecchi ça va pas être facile parce que les 2 KTM c'est quand même 2 hargneux. Alex Marquez c'est pareil, il a d'expérience, il est plus vieux et tout. Marco Bezzecchi il a dit, j'en ai rien à foutre les gars, je vais vous mettre 4 secondes et vous allez. En fait, le podium, vous allez vous asseoir dessus, c'est moi qui vais monter dessus. Et ça, vraiment, il m'a impressionné Marco Bezzecchi là-dessus. Donc on a une petite bagarre pour la 4e place entre Alex Marquez et les 2 KTM Binder et Miller. Sauf que Monsieur Johan Zarco décide que lui aussi, il veut se battre pour la 4e place. Malheureusement, il emmène Alex Espargaro avec lui. Et on va avoir 2 derniers tours d'anthologie. Je n'ai pas peur du mot. Où Johan Zarco va doubler 5 mecs en 2 tours. Et ces 2 derniers dépassements, c'est n'importe quoi. Sur Binder et surtout dans le dernier virage sur Alex Marquez. C'est complètement fou. Donc on va avoir une victoire de l'ami Pecco Bagnaia devant Maverick Vignales et Marco Bezzecchi. Johan Zarco 4e, Alex Marquez 5e, Binder 6e, Miller 7e, Quartaro 8e, Aleix Espargaro 9e, Alex Rins 10e. Derrière on va avoir Mir Nakagami, Fernandez, Morbidelli qui vont finir la course. Raúl Fernandez aussi va finir la course mais après avoir chuté. Et ont chuté Luca Marini, Jorge Martin, Fabio Di Antonio, Miguel Oliveira et Marc Marquez. On va pas aborder tous les pilotes parce qu'on n'a pas le temps. Maxime, dis-moi sur qui tu as envie de revenir sur cette course. Déjà, t'as parlé de Vignales, je voulais rebondir dessus parce que il fait un départ, mais voilà, enfin, c'est tout l'opposé de ce qu'on connaissait de lui chez Yamaha. Genre, il part 6, au final, il se retrouve à faire un exter à 2-3 gars, je crois, au premier virage.
hyper agressif, comme pendant la course sprint, on en a pas parlé, mais l'agressivité de Vignales en course sprint, il part crescendo, et après, il va même jusqu'à se taper avec Espargaro, il en a rien à foutre, vraiment, genre on a l'impression qu'il est là pour tuer tout le monde. Ouais, Donc j'adore. il fait un exter incroyable au premier virage, et Marquez aussi. Marquez, gros départ, en 3 tours, si je dis pas de bêtises, il prend 7 places, il part très part après très le loin. T4, Il partait loin. il part était loin, pas il se honteux, retrouve hein. 13 après le virage 4, et il remonte genre, je sais pas, du coup il gagne 7 places, je sais pas compter, mais il remonte archi vite, il a une espèce de fusée quand il se battait avec les KTM, il était indoublable, il pouvait passer dans le secteur 3, dans tous les cas, bah, dans la ligne droite les gars, vous allez plus me revoir. Enfin, il fait une course aussi assez incroyable. Amélie, sur quoi t'as envie de revenir sur cette course? Déjà, Quartararo, moi, quand j'ai vu le sprint samedi, je me suis dit, Quartararo, alors bon, évidemment, il a eu tout son bins avec Mir, mais quand tu vois la remontée qu'il fait, moi j'ai trouvé que c'était plutôt encourageant parce qu'il avait vraiment clairement le rythme du podium. Pareil. Finalement, non dimanche, donc j'étais quand même déçue parce que il avait un bon rythme, mais il manque quelque chose, quoi. Et alors que samedi, franchement, j'y croyais. Euh, Vignales, franchement, moi j'avais trop hâte de voir ce qu'il allait faire et j'en avais déjà parlé au preview, mais j'avais l'impression qu'il allait être chaud et franchement j'étais pas déçue. Et j'ai encore plus hâte de voir du coup la saison de Vignales parce que je pense que qu'il peut vraiment être chaud. Bagnaia, de toute façon, il n'y a rien à en dire, c'est ce qu'on disait, hein, il a tout ce qu'il faut et déjà il le montre, il le confirme. La doublette avec le sprint, franchement c'est magnifique et j'espère qu'ils vont pas le laisser trop s'échapper parce qu'il va avoir vite fait de vraiment s'échapper, surtout si Marquez ou des gens comme ça commencent à pas marquer de points. Ça va être compliqué de laisser Bagnaia trop s'échapper. J'ai trouvé drôle, non peut-être pas drôle, mais Martine qui nous fait ce qu'on s'attendait, c'est-à-dire du spectacle sur le sprint et qui tombe sur le Grand Prix. Ouais, là, C'est ce Wow, qu'on s'attendait c'est- à ça, avoir là-dessus, et faut il a que tu fait mettes 10 balles, j'allais mettre plus. exactement. Ouais, là par contre j'aurais pu mettre 10 balles au lieu de parier sur des trucs claqués. C'est clair. Et je voulais vous raconter un truc drôle. En gros, je regarde normalement toujours les Grands Prix sur Canal. Sauf que là, pour une raison inconnue, j'ai regardé sur la RTS, donc la télé suisse. Et les il y a la télé au Suisse. commentateurs sont tellement claqués, j'ai jamais vu ça. Et genre, le mec, il a, je pense, 80 ans, celui qui commente, quoi. Et il commençait à avoir une théorie C'est fumeuse Spinetta. où il disait Johan Zarco, il va perdre son guidon. Et à mon avis, c'est soit Fabio Quartararo, soit Marc Marquez qui prendra sa place, j'en suis quasi sûre. Je me suis dit, il faut que je le dise parce que c'est extrêmement claqué comme théorie. Qui est Mais si cette ça arrive un personne? jour, Je veux- franchement, ce mec, c'est un génie. Je veux trouve le nom de cette personne. Il faut qu'on l'invite. Ça a l'air Je sais d'être pas, c'est un incroyable. mec, c'est un mec. En vrai, Déjà, il était tellement mou, je comprenais rien ce qu'il faisait. Genre, il y avait des énormes blancs où il commentait pas, tu vois. Et le moment où il commente, il sort une théorie fumeuse comme ça. J'ai été pliée. Je me suis dit, si ça, un jour, ça arrive, franchement, je m'excuserai publiquement sur la RTS d'avoir critiqué sa théorie claquée. Donc voilà. Et puis, ouais, Bezzecchi, discret mais efficace et même très très efficace. Après, la bataille des KTM avec Marquez l'aura bien servi aussi, mais ouais. Et puis, ouais, bah, de toute façon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les KTM m'ont impressionné. J'attendais rien de Miller, j'avais dit qu'il allait rien faire. Et franchement, c'était trop bien. Et je pense que Binder, il s'est pris une grosse pression aussi de se dire aïe aïe aïe, si Miller il fait marcher la KTM, il faut que je montre que c'est pas moi le problème, c'était la moto. Et que maintenant ça marche. Donc, ouais, franchement, c'était beau. La KTM, moi, elle m'a impressionné. Miller m'a impressionné vraiment. Mhm. J'étais un peu déçu de Binder. Binder, il est blessé apparemment au vertèbre, je crois, un Mais truc comme pas ça. au top, ouais. Ouais, mais là, il a fait quand même une belle course. Moi, Miller, il m'a vraiment impressionné. Je suis très content que si la KTM, elle peut fonctionner. Je suis vraiment très content. Je suis en train de me rendre compte qu'on n'a pas parlé de Paul Espargaro. On le fera juste après. Maxime, je t'écoute. J'ai juste à rebondir sur les commentateurs éclatés. Disclaimer, j'adore Canal+. Vraiment, genre, je trouve, en vrai, l'équipe est bien. L'équipe est ok. Et je me suis noté quand même, tour 15, Rigal a sûrement des restes de sa soirée du samedi. Il pense que Bezzecchi peut aller se battre avec Pecco. Tour 21, c'est tout blanc dans la cabine. Rigal lâche tout sur un dépassement de Quartararo, sur Marini hors piste. Tout ça pour la P9. Ouais, non, mais des fois, c'est compliqué. Mais bon, c'est moins pire que ça a été. Donc, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais, les KTM vraiment impressionnantes. Oliveira m'a impressionné aussi, même si c'est son jardin, donc ça a pondéré aussi. Il faut voir s'il arrive à capitaliser comme ça sur d'autres courses. Bagnaia, gros patron, et j'ai peur que ce soit comme ça assez souvent dans l'année, malheureusement pour le spectacle, mais tant mieux pour Pierre qui roule, qui nous écoute peut-être.
Il me doit un Bezzecchi, t-shirt, non, c'est lui. Bezzecchi, vraiment impressionnant. Mm. Enfin, fort, vite, juste fort en fait. Comme tu l'as dit, discret. Son début de week-end était vraiment bien. Son samedi a été très compliqué, avec 2 chutes, je crois. Une en sprint et je crois qu'il y en a une en P3 ou en Q2, je sais plus. Donc, et derrière, il fait un bon dimanche. Il va prendre la 3ème place et tout. Donc, vraiment, très très bon week-end de Bezzecchi. Voilà. Et un petit mot sur Quartaro avant de parler de Johan Zarco. Quartaro, ça déclare. Du coup, on l'a taillé en épisode de pré-saison en disant qu'on n'était pas sûr qu'il soit dans le bon état d'esprit et tout. J'ai trouvé que sa déclat d'après course là, au contraire, était vraiment très bonne. Donc, est-ce que. Je l'ai trouvé cata. Je l'ai trouvé T'as cata. dit- en après course. Ah, je l'ai trouvé cata après course. Vraiment, genre le. Ben, en fait, il a réussi. Il vient, il met les mots en disant que voilà, il y a. Il n'arrive pas à doubler, il sait pas pourquoi. C'est moins alarmant que l'année dernière selon lui parce que la moto a quand même de la vitesse, mais il faut qu'il trouve des solutions. Et surtout Je le pense qu'il tir à ment. mort. Le tir. Tu Je penses pense qu'il ment? qu'il ment. Je pense qu'il ment. Je pense que ces gars, mais ils savent pas ce qu'ils font. Hein. Vraiment. Hein. C'est possible. Hein. Ils ont travaillé tout l'hiver pour rien. Ils sont revenus sur le package aéro de l'année dernière. Ils ont un moteur, ils peuvent toujours pas doubler. Je pense vraiment ils mentent. Je pense vraiment ils ont pas de solution. Et je pense que vraiment c'est la crise parce il en vient même à mec, il satellise Morbidelli. C'est terrible. le tir- Genre, quand, non, mais quand tu viens, Le mais tir j'ai à pas souvent, Morbidelli là. j'ai pas souvent vu un mec Non, devant jamais. les caméras mettre un si gros tir à son coéquipier. Non. Vraiment, Moi, surtout je- dans je- une écurie usine comme ça où moi enfin, je continue vite fait sur mon tech. Vas-y. Juste vraiment, je trouve que sa déclat elle est un peu cata dans le sens où dans aucun des cas il se remet en question. Mais vraiment Mais c'est aucun. vrai que je suis pas d'accord. Moi, je suis parce assez d'accord. Hein. Moi, je suis pas d'accord parce que- Ça confirmait un peu ce qu'on avait dit sur son état d'esprit. Hein. Moi, je suis pas carrément- d'accord parce qu'il dit, à chaque fois, il dit on en fait. Et il dit faut qu'on trouve des solutions. On a un problème. Ouais, mais il machin dit et jamais je. Il dit jamais je. Ouais. Et quand il On dit sait il ce faut que ça veut qu'on dire, trouve des je trouve ça solutions, assez clair. j'ai l'impression qu'il attend après l'équipe qui lui trouve des solutions alors que. Enfin, peut-être que la moto démarre très mal, elle est pas bonne sur des relais courts, genre tour time attack, etc. Mais enfin, les 2 départs il les rate. Il est nowhere et Apparemment, il a- alors sur celui, Non. sur celui de dimanche, je sais pas, mais sur de la sprint, apparemment, son shot device marche pas. Ok, mais genre celui qui fait là, il est juste, enfin moi j'ai regardé de ce que je vois. Il prend un envol, ok, mais juste après genre il est jamais bien placé, il est pas enfin il se retrouve jamais en position d'attaque en fait, et juste il se retrouve P16. Et après en sortie de course il dit que il lâche un tir sur son coéquipier en disant que, il dit quoi, il dit mon coéquipier ne fait pas le job. Ça, c'est. Mais alors, est-ce qu'il faut le dire? Non. Mais est-ce que c'est mais vrai? en Oui, quoi- tu vois. Mais en quoi ça justifie tes résultats à toi? Enfin tu justifies pas tes résultats à toi en lâchant un missile sur ton Je pense. coéquipier. Alors, c'est pas mon petit frère, je vais pas le défendre, mais je pense qu'il justifie. En fait, il essaye de justifier les galères de développement qu'ils ont et de pourquoi ils trouvent pas de solution par un problème de retour technique, en fait, de diversité de retour technique. Moi, j'ai trouvé sa décla moins qu'attaque d'autres qu'il a pu faire, ou dans le sens où il est vénère, il est pas content après lui, il est pas content après la moto, et enfin Mais voilà, il est zéro. dit Moi des je choses, trouve quoi, tu vois. à aucun moment pas content après lui. C'est ça le problème. Ouais. Je sais pas. Et Et puis, c'est à la comme limite, tu comme dit énerve-toi Max, énerve-toi t'as l'impression après qu'il dit Yamaha, que parce que, on, genre, justement, ça exprès fait pour 2 ans dire que t'as que personne c'est- qui aide à développer la moto Mhm. et genre, enfin, parce que c'est pas que depuis cette année qu'il est tout seul. L'année dernière, il était tout Non. seul aussi. Ouais. Et moi, je trouve ça trop facile. Première course arrivée, dire on n'a pas de solution, dire nanana. Enfin, quand il dit on, c'est Yamaha, c'est pas lui. Hein. On trouve pas de solution, on va pas assez vite, mon coéquipier m'aide pas. Enfin, je trouve que lâcher tout ça première course. Derrière, ils interviewent je sais pas qui c'est, un mec de chez eux qui est apparemment haut Mergali. placé. Et en vrai, il te dit qu'ils ont des solutions, mais tu sais pas trop. Enfin, ils sont censés avoir apporté un nouveau moteur, ils arrivent toujours pas à doubler avec. Ils ont tout le package aéro qu'ils ont amené, qu'ils ont testé, tout marche pas. Moi, en vrai, je trouve que ça a l'air beaucoup plus cata que ça n'a l'air. Morbidelli, il finit dernier. Mhm. Il prend 20 Dernier, secondes, par genre contre. derrière Mhm. Augusto Fernandez. Morbidelli, c'est comme Rins, je m'attendais à rien et je suis déçu quand même, quoi. Ouais. Mais Rins, Exactement. il finit première Honda. Hein. Ouais, c'est Ouais, fini pas première de la Honda. concurrence, excuse-moi. Pour clôturer sur la course MotoGP, je vous propose qu'on parle de Johan Zarco. Vite fait, il fait une fin de course incroyable. Dès que les pneus commencent à s'user, il a commencé à être vite. Il emmène Alex Espargaro avec lui, mais il le laisse à la 10e place même, je crois, à la 9e place du Ouais, Quartaro. je crois va qu'il le fait des doubler dans le erreurs à la dernier fin, il se fait doubler.
Ouais, il fait une erreur, mais il est incisif sans être dans l'excès. Il fait des dépassements vraiment tranchants. On avait dit complètement l'inverse dans la preview. Il nous fait fermer notre bouche et j'adore ça. J'attendais pas mieux. Vraiment, moi, il m'a fait lever de mon canapé encore Quartaro sur le dernier tour. Surtout, je me répète sur celui d'Alex, le dépassement sur Alex Marquez qui en plus oblige Alex Marquez à faire un mouvement comme ça et tout. Zarco. Moi, j'ai adoré. Mec, Amélie, je t'en prie. quand il prend Miller au T1, qui prend les freins après la longue ligne droite, Zarco, je suis là, Incroyable. mais c'est donc ça le multiverse. Genre, vraiment, dans le même tour, il tape Miller, Binder, Marquez. Puis en plus, tu vois que c'est réfléchi, parce que déjà, le T11, c'était son virage. Genre, il les a Ouais. tous pris là. Et puis, ça se voit qu'il a observé, il a vu ce qui s'est passé avant, et lui, là, il avait faut la le fusée qu'il fallait pour la ligne droite, donc... J'ai quand même l'impression que par rapport à des fois, il a rien lâché jusqu'au tout dernier moment. Tu sais, il s'est pas laissé, Ouais. il s'est pas démotivé. Il a bien géré les pneus, ce qui est pas forcément toujours sa spécialité. Franchement, il a été vraiment. Je suis bien contente qu'il nous fasse fermer nos bouches et j'espère que ça va continuer comme ça. Après, pas oublier qu'ils finissent quand même à 14, je crois. Donc bon, il y a aussi pas mal de monde qui est tombé devant. Mais Ouais, puis bon franchement, départ. Bon départ, quand Ouais, même. bon départ. Deux bons courses, départs. En tout deux cas, courses, deux bons départs. Ouais. suffisamment bon pour être remarqué. Ouais. Il a l'air non, je un pense peu... que- Pardon, vas-y. Bah, et puis Zarco, de toute façon, on sait qu'il a besoin de ça, de la confiance. Donc d'avoir fait un premier week-end comme ça, c'est bon pour la suite aussi, quoi. Ouais, clairement. Pour le rassurer sur ses doutes qu'il avait jusque-là. Il a l'air Vas-y. d'avoir progressé dans les départs, mais toujours un peu compliqué dans la mise en action, je pense. Quand tu vois sur la sprint, dès qu'il y a un paquet qui se crée devant, genre ils sont peut-être 7-8, c'est lui qui se fait larguer en premier. Pareil sur la course au départ, sur la mise en action, ça a l'air un peu compliqué. Mais il gère ses départs quand même. Il descend plus jusqu'à la P15 et tout, il y a quand même vachement de positif, quoi. Et dans la fin de relais, toujours pareil, quoi. Le mec remonte en milieu D'où de le course, fait il est aussi que chaud. c'est beau ce qu'il a réussi à faire sur la fin en passant 3 dans le tour, quoi. Yes. Mm, mm. On a fait le tour, je pense, sur la course MotoGP. Je voulais juste dire un truc, du coup, petit truc sur la MotoGP, c'est que on en a pas parlé. On devait en parler vite fait, mais mec, les motos européennes, enfin, on est dans Ah, un putain. nouvel ère quand même où les motos européennes dominent les japonaises maintenant. Genre, enfin, j'avais noté un truc, je sais pas. Les 5 motos japonaises restantes sont dans les 7 derniers. Ouais. Et ils sont Voilà. que 6 sur 22 motos japonaises sur le parc, sur le paddock. Ouais, non, C'est- mais ça. enfin, enfin, de toute Et façon, dans le top depuis 7, depuis l'année dans le top dernière, 7, c'est compliqué. dans le top 7, il n'y en a pas une. Enfin, c'est des stats à la con, tu vois, mais. En Non, vrai, non, les mais- Japonais, ils ont pris vachement de retard. J'ai l'impression qu'ils avaient tous des pilotes ultra dominants à un moment. Ils ont arrêté de développer leur machine pendant que les autres, ils passaient tous pour des clowns. Et maintenant, enfin, le rapport de force s'est complètement inversé, quoi. Et ils sont reposés sur leur laurier, et maintenant, ils ont des Et lacunes, mais j'ai d'ailleurs, en l'impression parlant que c'est de quand ça, même terrible. je Quand voulais- même KTM est devant eux. Enfin. Je sais pas. Vas-y. D'ailleurs, ça me fait penser que moi j'ai été très déçue par Aleix Espargaro. Hein. Quand tu vois ce qu'arrive à faire Vignales et où il était l'année dernière, j'ai trouvé quand même vraiment décevant sa perf d'aujourd'hui, quoi. Je suis Bah, d'accord, du ouais. week-end. Je suis d'accord Moi, avec je suis ça. pas sa surpris en course. vrai. J'avais Bah alors, beaucoup surpris plus non, d'attentes décevant, que bah un de peu. ça que lui, Moi, je hein. m'attendais à ce qu'il soit. Pour moi, c'était le genre de mec aussi à qui le format sprint pouvait convenir et je l'ai trouvé qu'il n'avait pas été très incisif, quoi. Bah, d'autant Ouais. plus maintenant avec ce que fait Vignales, quoi. Je veux dire, ça montre aussi. Ouais. Ça fait un beau poids de comparaison. On n'a pas parlé de l'ami Paul Espargaro qui s'est satellisé en P2 je crois et qui s'est fait très très mal, hein. Il a été tapé dans un virage où il n'y a pas d'air fence et il s'est cassé, alors il s'est fait des micro-fractures à une vertèbre, il s'est fracturé la mâchoire et il a eu je sais plus un souci pulmonaire aussi. Donc pas drôle du tout, on espère que ça va vite revenir pour lui. Pour l'instant ça part au moins du Grand Prix de France en retour, pas avant. Donc ça rebondit un peu avec ce que vous disiez en début de l'épisode. Le circuit est un peu dangereux quand même, très clairement. Surtout qu'on décide de pas mettre d'air fence à un endroit, ça n'a pas de sens. Ouais, c'est clair. Mais après, ça Donc- pose la question du remplacement aussi, où ils seront pas obligés de le remplacer semaine prochaine. Alors, Et du coup, la je sais pas si semaine t'as vu prochaine, quand mais Charles par en contre- parlait. Ouais. Et, Vas-y. et du coup, il parle de peut-être. Enfin, la seule option, du coup, ce serait Pedrosa. Parce qu'il disait que mettre quelqu'un qui était jamais monté sur une moto GP et tout, c'était dangereux pour lui-même et pour les autres. Mais Pedrosa, apparemment, serait pas chaud. Parce que, en fait, il a pas envie de courir. Non, mais ça bat Et, la ouais, race. Et du coup, c'est les grands pontes de chez Red Bull qui font. Et de chez KTM qui font les négos. Enfin, faudrait pas que ce soit Jonas Folger qui revienne, quoi. Parce que bon. Bah, moi, ça Top, m'irait, ça je va. l'aime bien, Jonas Folger. Ouais, mais enfin, à mon avis, il va falloir qu'il se mouille la nuque, le pauvre. Ouais. Je pense qu'on a été plutôt complet sur les 3 catégories du week-end du jour, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Non, je ne crois pas.
Bah écoutez, très bien. Je vous rappelle, pour nous écouter, Spotify, Apple Podcast, YouTube et la plateforme la plus nulle de toute la Terre, à savoir Deezer. J'adore rager sur cette plateforme, je sais pas pourquoi. Et pour nous suivre, Twitter et le podcast, et n'importe quoi, le groupe Facebook, l'énergie du MotoGP. Il y a peut-être des choses qui vont se passer là dans le futur, ou peut-être qu'au moment où cet épisode va sortir, ce sera dans le passé. Donc n'hésitez pas à suivre les actus. Il y a moyen que vous voyez ma gueule et vous entendiez ma voix un peu plus souvent que d'habitude. Donc voilà, merci beaucoup à tous les deux. On tape des dédicaces. On fait la dédicace à Patrice. Merci de nous écouter. Gros bisous, papa. Dédicace patoche. En plus, il était trop content d'avoir sa dédicace, ça fait plaisir. Et on fait la C'est une bonne dédicace raison pour lui de tout écouter. Ah bah oui, et on fait la dédicace à Tonton, j'ai oublié son prénom. Mais Tonton Alain, voilà, Tonton Alain aussi, il a kiffé. Tonton Alain, la grosse dédicace, y a pas de problème. Maxime, t'as une dédicace ou... Dédicace à ta maman. J'espère que j'ai pas trop dit eux. Ouais, maman a trouvé que tu disais trop donc il va falloir corriger ça. Ça va lui faire plaisir aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Argentina. Vous aimez bien ce circuit? Moi, j'adore. J'aime bien aussi, et peut-être qu'il y aura pas Marquez parce qu'on n'a pas parlé, mais il s'est cassé le poignet. C'est cassé le poignet, ouais. Ouais. On verra. Je pense moi, qu'il sera là quand même, mon avis. Moi aussi. J'adore le circuit aussi. Il s'est strappé pour faire semblant. Ouais, je sais pas. Pour qu'on l'engueule moins, tu sais. Pour montrer que lui aussi, il a quelque chose. Carrément. Bon, je vous remercie beaucoup et je vous fais la bise. À la prochaine. À la prochaine. Merci, ciao ciao. This is my passion. I love ride and race motorcycle.